Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Guillaume. Salut Bastien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Et toi, t'en penses quoi ? Chose promis, chose due. On vous avait parlé, on vous avait donné quelques indices sur le film du prochain épisode, donc d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de The Game, réalisé par David Fincher, sorti en 1997. Ça s'appelle donc Jouer avec la mort. Ça nous a fait beaucoup rire quand on a découvert que ça s'appelait Jouer avec la mort au Québec, au Canada, pardon, puisque d'habitude ils sont pas. Ça aurait dû s'appeler Le Jeu, quoi. Mais oui, ils prennent rarement des libertés. Oui, là ils en ont pris, on est surpris. Voilà, c'est ça. Donc ça a été 50 millions de budget, et je le précise parce que ça a fait quand même un très beau score au box-office mondial à la fin de son exploitation en salle. On était à 137 millions et des bananes. Donc un très beau score, et ce film, alors je le précise maintenant, s'intercale donc entre Seven et Fight Club du même réalisateur, hein. Et donc c'est peut-être un peu pour ça que c'est pas le premier qui vient en tête, parce qu'il s'intercale quand même entre deux gros bourrins en termes de film. Donc voilà. On va peut-être aussi vous parler du synopsis. On va essayer de contextualiser un peu pour cet épisode. On fait des progrès à chaque épisode, on rajoute des trucs. C'est ça, on apprend tous ensemble, et ça c'est beau. Donc le synopsis, ça nous parle d'un homme d'affaires à San Francisco, qui s'appelle donc Nicholas Van Orton, interprété par Michael Douglas, qui reçoit donc le jour de son anniversaire de la part de son frère Conrad, avec qui il a l'air d'avoir des rapports un peu distants. Il reçoit donc un carton d'invitation pour un jeu, et ce sera donc ce jeu, ses répercussions et dans la vie du personnage de Michael Douglas qui seront donc les principales péripéties du métrage. Donc voilà. Guillaume, écoute, vu qu'on est un peu organisé aujourd'hui, je te propose de nous parler de ton premier souvenir avec ce film, puisque tu ne l'avais pas vu. Alors, effectivement, mon premier souvenir n'est pas lié à la vision du film, puisque je l'ai vu pour la première fois pour ce podcast. Mon premier souvenir, en revanche, c'est l'affiche de ce film que j'ai très très longtemps vu passer dans mes recommandations sur les diverses plateformes sur lesquelles il a été. Et l'affiche m'a toujours donné envie. Donc voilà, c'est un film qui me faisait de l'œil, mais je n'avais jamais passé le cap. Et j'ai en mémoire une discussion autour de ce film avec mon papa, que j'embrasse s'il nous écoute, c'est possible. Et à l'époque, ou plusieurs fois, il m'a dit mais t'as jamais vu ce film-là? Et j'ai dit non. Et plusieurs fois, je lui ai demandé ce qu'il en avait pensé. Et lui m'a dit ouais, c'est un bon film, mais c'est pas forcément un film qui m'a énormément marqué, même si il l'avait beaucoup apprécié, mais il était étonné que je l'ai jamais vu. Donc mon premier souvenir, c'est ça. Et après, mon premier souvenir de visionnage, on va y venir plus tard, parce que je l'ai vu pour la première fois il y a 4 jours. Donc j'ai plein de choses à dire, mais mon souvenir est très récent. Et toi, premier souvenir ? Écoute, premier souvenir, moi, c'était quand j'étais à la fac. Et c'était donc un camarade, un copain, Yacine, qui m'en avait parlé donc à la médiathèque qu'on avait sur Nanterre, du coup, puisque j'étais à Nanterre. Et donc on regardait les DVD, on parlait de films, etc. Et il m'a dit mais t'as jamais vu The Game, c'est Fincher, ça tu vas kiffer c'est sûr, regarde-le. Et j'ai mis du temps je crois à le regarder, mais il me semble que quand je l'ai vu la première fois, c'est effectivement suite à cette discussion avec Yacine qui m'avait convaincu, dirons-nous. Et donc j'avais emprunté le DVD pour le regarder, et j'avais beaucoup aimé. C'est là qu'on voit qu'on est un peu vieux quand même. On empruntait des DVD. On a connu l'époque des vidéoclubs. Oui, mais moi, c'était dans le cadre scolaire, donc ça va. Oui, c'est vrai. Mais enfin, on a quand même passé des heures à Vidéo Futur, à Montgeron, pour ceux qui ont connu. Oui. Voilà, au lieu de la culture Je n'y ai pas tant été, moi, figure-toi, à Vidéo Futur. Mais on n'oubliera jamais ce petit Vidéo Futur qui est donc devenu, je crois, une assurance maintenant, si je dis pas de bêtises.
Enfin bref, ça c'est pour nos petits souvenirs, nos petits private jokes. On adore ça, nos petites private jokes, pardon. Donc voilà, bah écoute, je te propose qu'on commence. Alors, du coup, ce premier visionnage d'il y a 4 jours, je tiens à préciser, on découvre nos avis respectifs en même temps que vous. Donc Guillaume, qu'est-ce qui t'a marqué en positif, en négatif dans ce film ? Je vais couper mon avis en deux. Il y a des choses qui m'ont marqué positivement. Je trouve que de manière générale, la réal, la mise en scène, la montée en puissance de ce qui lui arrive, c'est-à-dire ça prend des proportions invraisemblables à mesure que le film progresse. Je trouve que c'est très réussi. Je trouve que Michael Douglas, ça fonctionne extrêmement bien. Son personnage, il est constant et il le joue très très bien. Donc voilà, de ce point de vue-là, en fait, l'exécution du film, elle est très réussie. J'ai passé un bon moment devant. Je me suis pas ennuyé. J'étais content de voir. J'avais envie de découvrir. Et je vais passer au côté négatif pour le coup. Pour moi, il y a un vrai problème dans ce film, c'est que l'enjeu, c'est-à-dire le pourquoi est-ce qu'il va subir ce jeu-là, ce qu'on finit par nous expliquer à la fin, est extrêmement déceptif par rapport à tout ce qui lui arrive. Et je suis sorti du film en me disant, tout ça pour ça. Je répète, l'exécution, elle est réussie. J'ai pas passé un mauvais moment devant le film, mais je trouve que la complexité de tout ce qui lui arrive dans le film, on va y venir quand on va aller dans le déroulé, c'est quand même des choses grandiloquentes et qui nécessitent une organisation démentielle. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi on lui fait faire ça à lui, quoi ? Je trouve que la justification est absolument pas proportionnée par rapport à tout ce qui lui arrive. Et du coup, j'ai été déçu et je suis sorti avec cette réflexion en me disant, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont eu l'idée de tout ce qui lui arrive de ce jeu, et que ça c'était très bien, et que le jour de rendre le scénario, ils se sont dit mais au fait pourquoi il lui arrive ça, quoi. Et donc on gribouille sur un coin de page une espèce de justification qui à mon sens du coup décrédibilise un peu l'ensemble, mais je répète, j'ai quand même passé un très bon moment. Toi du coup ? C'est déjà ça, que t'es passé un très bon moment. Oui, Bah écoute, moi comme je disais tout à l'heure, j'en garde un excellent souvenir de mon premier visionnage. Maintenant, c'était il y a déjà quelques années maintenant, comme on l'a dit, on se fait pas plus jeune qu'avant. Et donc je vais parler plutôt de là quand je l'ai regardé, parce que moi je l'ai regardé hier soir du coup. Et alors, on va essayer de faire dans l'ordre. Je te rejoins complètement sur le point positif. Je trouve vraiment que l'exécution, la mise en place du jeu, la montée en puissance, comme tu disais, ça fonctionne, mais complètement. En plus, Michael Douglas, je le trouve très très bon, mais même Sean Penn, enfin tous les acteurs qui gravitent autour. Et je pense qu'on aura aussi l'occasion de revenir sur ça dans le déroulé. Tout fonctionne. Après, pour le côté déceptif de la fin, je le comprends. Parce que j'avais ressenti ça à mon premier visionnage. Où je m'étais dit, ah d'accord, c'est donc la raison. Ok, c'était un petit peu... C'était peut-être un petit peu brutal pour juste ça. Là, ça m'a beaucoup moins déçu parce que je pense que comme il m'avait quand même beaucoup marqué. J'avais peut-être en tête bien la fin et du coup, j'ai pu me concentrer peut-être sur d'autres choses. Maintenant, c'est pas un pétard mouillé, mais la fin peut poser des questions. Moi, je me suis posé beaucoup plus de questions sur la fin que je me l'étais fait à l'époque où je m'étais vraiment juste dit ah d'accord, c'est vraiment juste ça. Là je trouve qu'il y a peut-être une réflexion un peu plus profonde derrière, mais ça encore une fois comme je disais on va y revenir pendant le déroulé, donc écoute, je te propose qu'on déroulons. Moi, si tu permets, je vais commencer. J'ai été très étonné, en fait, justement, j'ai pensé à ça là, en parlant des figurants et de tous les acteurs et actrices, parce que là, il n'y a vraiment pas d'autres mots pour l'employer, puisque, en fait, tout le monde, tous les gens autour de lui sont des personnages. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a une vraie réflexion sur le cinéma et ce que le cinéma peut raconter, et comment il doit le raconter, selon Fincher. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai cru voir là lors de ce visionnage. Alors, c'est forcément, vous l'avez peut-être, si vous l'avez vu, vous le savez. Si vous ne l'avez pas vu et que vous nous écoutez, vous vous posez peut-être la question, ou vous l'avez sans doute compris, je pense quand même, mais je vais le préciser. C'est donc un film quand même de manipulation, de A à Z.
comme dans beaucoup de ces films, généralement, le spectateur est manipulé de la même manière que le personnage principal. C'est tout à fait le cas ici. Maintenant, le rapport au cinéma, c'est-à-dire que là, tout le film, c'est une histoire de trucage. Les gens autour de lui, c'est des figurants. Et lui-même est un figurant dans sa propre vie. C'est aussi pour ça que je pense que tout ce qui lui arrive est important. Finalement, c'est parce que cet homme a tout. C'est un homme d'affaires, on l'a dit, mais c'est un homme d'affaires qui a réussi, qui a aussi hérité, c'est sous-entendu et on le comprend quand même très vite, qui a hérité aussi de son papa, de sa famille, qui est une famille riche et qui est restée dans ce milieu-là. Et donc du coup, il est seul, c'est-à-dire qu'il pourrait il pourrait avoir tout, il pourrait avoir les amis, les femmes, tout ça, mais il n'a que les affaires. Et il lui reste juste sa femme de ménage, la femme de ménage de famille, la bonne, qui est là. Mais c'est tout. Et donc du coup, oui, c'est ça, c'est vraiment l'acteur de sa propre vie, mais il passe complètement à côté. Et c'est pour ça que le jeu que lui offre son frère, qui lui apparemment a eu beaucoup de problèmes, va être important. En tout cas, c'est ce qu'on nous explique. Mais le film joue beaucoup sur la suspension tangible de l'incrédulité, je trouve. Je sors des petites phrases comme suspension consentie. Consentie, c'est pas tangible. Eh ben, tu vois, je sors des mauvaises phrases. Vérifie tes sources, Bastien. Ça m'apprendra. Donc voilà, la suspension consentie de la crédulité. Parce que tout le film, on ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui est faux, comme dans beaucoup de films de manipulation. Et là, il y a vraiment un rapport sur le questionnement de la nécessité de filmer du réel, ou pas, j'ai trouvé. Et puis à la fin, effectivement, on n'est même pas sûr de ce qui est vrai. Et là, du coup, je vais un peu spoiler, je vais passer un peu à la fin, moi, en ce qui me concerne, puisque c'est ça qui m'a posé le plus de questions. C'est que, à partir du moment où il saute, je me suis dit, est-ce que ce qu'on voit derrière est vrai ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas une façon de nous dire la première fin, c'est sa mort, quoi, mais tout ce qu'on voit derrière, parce qu'il est quand même réuni avec tout le monde, son frère qui garde, c'est le seul qui garde vraiment tous les impacts, le seul impact de balle avec la tache de sang pendant toute la fin tout le dernier quart d'heure, toute la dernière dizaine de minutes. Donc du coup, est-ce que vraiment c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est pas dans sa tête ? On ne sait plus. Et c'est peut-être pour ça que la fin, en fait, je disais que pour moi, c'est pas un pétard mouillé, mais qu'elle est peut-être un peu brouillon, finalement. Parce qu'il a tellement joué avec cette crédulité du spectateur tout le long que moi, à la fin, je savais plus trop ce qui était vrai ou faux. Donc voilà, je vais te laisser prendre le relais parce qu'il faut que je remette un peu d'ordre dans mes idées, vous l'aurez compris. Alors moi je vais revenir un petit peu en arrière pour faire un peu le déroulé. Je trouve que dans le film il y a une montée en puissance. Je l'ai dit dans l'introduction, ça c'est un truc que j'ai bien aimé. Donc il va récupérer cette carte que va lui donner son frère au cours d'un déjeuner dans un restaurant qui va avoir un intérêt, puisque déjà dans cette scène on va comprendre a posteriori que en fait il est quasiment déjà rentré dans le jeu à ce moment-là, puisque la serveuse notamment, on la voit déjà dans cette scène et elle va devenir un des personnages principaux, le rôle de Christine, on va la voir longtemps dans le film. Donc moi j'ai bien aimé cette construction-là, cette mise en place. Il va passer des tests donc dans cette organisation, ça s'appelle CSR, si je dis pas CRS, pardon. Donc CRS en français. Donc il va dans ce truc qui est au 12e ou 14e étage du building dans lequel il bosse. Il va passer les tests, ça dure une éternité, on lui fait passer 1 milliard de tests, des tests psychologiques, des tests physiques, etc. Et puis voilà, il attend. On l'appelle pour lui dire finalement vous n'êtes pas reçu, enfin on n'accepte pas votre dossier. Il est en réunion, il reçoit un coup de fil, on lui dit on vous prend pas, et finalement le jeu commence réellement à ce moment-là pour lui. Et donc on va se rendre compte à la fin en tout cas on se rendra compte que tout ce qu'on va voir ça n'est que de la mise en scène du début à la fin. Moi ce que j'ai bien aimé au départ, il y a une volonté de faire comprendre aux spectateurs et à Michael Douglas qu'il est dans le jeu.
Donc il y a ce truc où il rentre chez lui. Il faut savoir que le film s'ouvre sur un gros flashback où on voit donc son père qui s'est suicidé à ses 48 ans, puisqu'il y a un parallélisme entre son anniversaire, il a 48 ans au moment du film, c'est cet anniversaire-là, et c'est l'âge qu'avait son père au moment de sa mort. Et donc il rentre chez lui un soir et il trouve dans l'emplacement où son père avait été retrouvé mort après avoir sauté la silhouette d'un cadavre, et il s'avère que c'est un espèce d'immense clown en porcelaine, on devine, et donc il le prend, il le rentre dans la maison. Et à partir de là, il va y avoir une scène que moi je trouve très réussie, où il va se rendre compte en regardant le journal télé qu'en fait le journal télé, le présentateur du journal lui parle. Et là, il commence à avoir un échange avec lui et il lui dit mais comment c'est possible qu'on puisse échanger, comment vous pouvez me voir? Et le présentateur télé lui donne des indices et il finit par se rendre compte qu'il y a une caméra dans l'œil du clown. Et moi, j'avoue que ça, j'ai trouvé ça très bien et je me suis dit bah voilà, c'est ça qui va se passer, c'est-à-dire que il va se retrouver dans des situations un peu compliquées, mais à chaque fois, il va y avoir des éléments qui vont nous permettre de comprendre comment ça se passe et donc voilà, de suivre un déroulé et de se dire ok, c'est génial, ils ont mis en scène plein de trucs. Et c'est en ça que je trouve que le film est vraiment déceptif par rapport aux enjeux. C'est que d'abord, très vite, ce côté-là, on l'abandonne, c'est-à-dire que dans le reste des scènes, on ne cherche pas à nous expliquer comment c'est fait, alors que ça prend des proportions de plus en plus grandes. Et pour moi, c'est aussi un des points un peu gênants du film, c'est que ça relève de certaines situations, de trucs qui sont totalement imprévisibles, donc qui me paraissent pas cohérentes, mais encore ça, pourquoi pas. Et voilà, donc le film va progressivement voilà, nous montrer comment ce mec se retrouve engrainé dans des situations qui le dépassent et très vite, alors que c'est un mec qui a l'habitude d'avoir le contrôle, on le voit bien, c'est un homme d'affaires, tu l'as dit, très aguerri, il est plutôt antipathique, Très antipathique. Ouais. Il parle pas forcément bien à son personnel, donc il a une relation assez proche de la solitude, on peut le dire, et tu l'as très bien dit, il est divorcé, d'ailleurs plusieurs fois il parle avec son ex-femme, etc. Donc il y a un côté où le personnage il est antipathique du début à la fin, mais il va à travers ses épreuves finalement se retrouver face à lui-même, et je pense que c'est un peu le message. Je trouve que tu as parfaitement résumé la chose, dans la mesure où les situations qu'il va vivre sont finalement des situations qui sont jouées par des comédiens. Il y a une mise en abîme de ce qu'est le cinéma, puisque voilà, est-ce que, comme tu dis, est-ce qu'on doit montrer le réel ou est-ce qu'on doit montrer des choses qui sont de l'ordre de la fiction, mais voilà, donc pour ce qui est du déroulé, moi je trouve qu'il y a vraiment une montée en puissance. Je suis un peu... J'aime bien la première partie, je trouve qu'après ça devient un peu plus difficile à avaler, mais dans l'idée ça fonctionne. Et il se passe des choses plutôt bien. Et puis surtout, je trouve que le film tient beaucoup dans un autre personnage qui est donc le personnage de Christine. Moi, je trouve que c'est elle qui permet de garder le fil rouge du film et de faire le lien entre les situations. Parce qu'en fait, c'est à travers elle qu'il va rentrer réellement dans le jeu. Il y a cette histoire où il reçoit un mot sur la table où on lui demande de ne pas la laisser partir. Ils vont dans la rue, il y a quelqu'un qui fait un malaise, ils appellent les secours, il arrête une voiture de police qui passe à ce moment-là, il les emmène avec le gars qu'ils ont trouvé, parce que vraisemblablement, comme c'est eux qui l'ont trouvé, ils sont obligés de l'accompagner. Ils arrivent sur le parking des secours, puis en 10 secondes, le truc se vide, ils sont plus que tous les deux, et ils se retrouvent à rentrer dans ce bâtiment, à être coincés dans un ascenseur. Enfin, il y a tout un... Et donc la relation entre les deux commence à se créer. Et je trouve qu'elle joue extrêmement bien. Et que son personnage est hyper intéressant parce qu'elle va jouer le chaud et le froid avec lui en permanence. Et donc ça va contribuer, lui, à le perdre. Tant et si bien qu'à un moment dans le film, on nous fait croire et on lui fait croire qu'elle reconnaît être une comédienne et qu'elle essaye de l'aider à sortir du jeu. Et ça, je trouve que c'est vraiment un élément fort du film. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où, tu l'as très bien dit, il y a une manipulation de lui, mais clairement du spectateur. Parce qu'à ce moment-là, moi je me dis, bah ok, elle va l'aider, et le reste du film va être comment on le fait sortir du jeu à travers une complice qui est un peu à notre place et qui sait que tout ça est faux, quoi. Donc voilà, moi je trouve que ça fonctionne bien. Et la montée en puissance est vraiment intéressante. Il y a plein de scènes qui sont vraiment bien. Moi je trouve que la scène où il va chez elle et où il découvre que en fait c'est faux, et il commence à toucher les bibelots, les machins, je sais pas ce que t'en penses. Moi je trouve cette scène par exemple elle est très représentative de la mécanique du film, et elle marche très bien.
Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que le personnage de Christine est central dans toute cette affaire. Alors, par contre, moi, je vais un peu, je vais être un peu plus mitigé sur son personnage parce que effectivement, on nous manipule, on nous fait croire que c'est une complice qui va l'aider, etc., etc. Mais à la fin, quand il rentre, quand il est au QG justement de CRS et qu'il la voit, c'est la seule qui est en costume. Donc en fait, moi, je pense qu'elle a plus un rôle de maître du jeu. C'est elle qui gère le jeu, c'est pas juste une des actrices. Et tu vois, effectivement, elle nous dit que c'était moi la serveuse au début du film quand vous avez reçu la carte. Donc c'est-à-dire que le jeu, il a commencé quand, tu vois. Et surtout, moi, ce que j'ai remarqué, après, ça fonctionne peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, moi, je l'ai vu, ça m'a un peu sauté aux yeux. C'est qu'au début du film, le personnage de Michael Douglas, il est tellement, enfin, j'ai presque envie de dire blasé, mais c'est pas vraiment le mot, mais il est tellement. Il n'est pas conscient de ce qui se passe autour de lui parce qu'il est dans sa bulle de business, d'argent, de solitude finalement, que le cadrage des serveuses et des gens autour de lui, donc des gens à qui il donnerait même pas l'heure, finalement, on ne voit jamais leur visage. En tout cas, ceux qui sont proches de lui physiquement à ce moment-là. Et donc, Christine, que tu dis oui, c'est la serveuse au début, on ne voit pas du tout son visage à ce moment-là. La seule fois où on voit son visage, c'est effectivement quand on lui dit après, la laisse pas partir, qu'elle lui a renversé le verre, etc. Et donc du coup, ça, j'ai trouvé ça vachement bien, parce qu'au fur et à mesure que le film avance, le cadrage va montrer ça, va montrer qu'il va commencer à prendre conscience, parce qu'il s'installe dans une paranoïa. Oui, je suis d'accord. En fait, j'avais pas réfléchi à ça, mais tu as raison. C'est-à-dire qu'à un moment, le cadrage nous montre le décor. C'est ça. Alors qu'au départ, on est vraiment centré sur lui, comme lui-même est centré que sur lui. C'est ça, et c'est pour ça que je pense que j'ai pas, enfin si j'ai d'autres exemples en tête, mais je vais trop diverger après. Mais le fait est que dans ce genre de film, c'est vrai que souvent le cadrage du film, la mise en scène du film permet de manipuler le spectateur. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que comme le fameux jeu dont il est question tout le film, c'est un jeu où tout le monde est acteur, tous les gens autour dans la rue sont des acteurs, et c'est pour ça qu'on parlait de mise en abîme tout à l'heure, et ben finalement tu te demandes si le cadrage du film il est pour le spectateur ou aussi lui, est-ce qu'il n'y a pas un cadrage pour lui, tu vois, dans la façon de faire. Et du coup c'est vachement intéressant. Et alors rien à voir, mais je pense à ça, la scène où il est en costume blanc qui sort d'un espèce de cercueil au Mexique du coup, et qui regagne après tant bien que mal San Francisco, qui arrive beaucoup plus tard dans le film. Bien sûr, ouais, beaucoup plus tard. Oui, vu. en fait, il y a suite à. C'est vrai que je vais un peu trop vite en besogne. Pour recontextualiser un petit peu la scène dont je parle, alors que je vais dire un truc qui va durer 3 secondes, c'est que suite à une nouvelle manipulation, en l'occurrence de la part de Christine, il est drogué et entre guillemets laissé pour mort au Mexique. Et il se réveille donc dans un costume blanc, dans un espèce de linceul, un espèce de cercueil. Et du coup, il regagne San Francisco tant bien que mal. Il se retrouve justement déjà dans la position du SDF qui lui demandait à un moment donné, plutôt dans le film, qui lui demandait de l'argent et qu'il a complètement zappé le gars. Bon, on apprend plus tard que c'était lui aussi un acteur. Mais voilà. Et donc, je voulais juste dire que le film a quand même... Parce que tout à l'heure, je disais qu'il s'intercalait entre Seven et Fight Club et que du coup, en termes de connaissance du film, il peut y avoir des gens qui le zappent. Mais en réalité, il a quand même marqué, parce que je crois que la scène en costume blanc me parle et a été reprise dans pas mal de choses, donc c'est intéressant de voir que les films de manipulation, en tout cas de ceux de Fincher, fonctionnent aussi. Je sais qu'il y a un épisode, j'étais obligé de faire un petit clin d'œil à cette série que j'aime d'amour, un épisode de Smallville où le personnage de Green Arrow, tout l'épisode, c'est un The Game. Il se réveille, il est en costume blanc dans un cercueil et il doit savoir ce qui lui est arrivé, et en fait tout le monde est autour de lui joue un rôle. Voilà, donc je trouvais ça assez rigolo pour le noter. Voilà. Alors moi je vais faire un parallèle avec ça, c'est que parmi aussi les choses qui me semblent, et c'est pour ça que j'ai vraiment le sentiment que la justification de tout ça, ils y ont réfléchi très tard, ou en tout cas très peu, je trouve que le personnage manque aussi d'une rédemption. C'est-à-dire qu'il passe quand même par un nombre de phases
incroyablement compliqué. Il se retrouve dans des situations, on l'a dit, donc il se retrouve dans une ville, un moment, il n'y a plus personne. On lui tire dessus quand il va chez elle, quand il découvre que c'est une comédienne. Il se fait droguer, on l'envoie dans un autre pays sans ressources, il doit revenir. Et puis à la fin, donc, il y a cette espèce de dernier acte où ça doit être le reveal de la supercherie, et comme lui il a fini par péter les plombs, quand la porte s'ouvre, ils sont sur un toit et donc il y a des gens qui montent et lui il est tout seul avec Christine, et elle lui dit, elle parle d'ailleurs au talkie-walkie, faites gaffe, il a une vraie arme, il n'a pas une arme factice comme ça a l'air d'être prévu dans le scénario, et son frère sort et il tue son frère. Et donc voilà, finalement, il est arrivé au bout et c'est l'enfer sur Terre, quoi. Et donc, il décide de sauter du toit, donc ce qui fait évidemment écho au suicide de son père, qui s'est lui aussi jeté du toit de la maison. Il passe à travers 2 verrières et finalement, il arrive sur un immense matelas. Et donc, on comprend qu'il n'est pas mort et que tout ça fait partie du jeu. Et moi, je trouve que ça illustre aussi, à mon sens en tout cas, un problème, c'est que ce personnage n'a pas de rédemption. D'abord parce que tout le long du film, il évolue assez peu. Il est antipathique du début à la fin. Le personnage veut ça. Mais du coup, moi, quand je regarde ça, j'ai pas spécialement envie qu'il s'en sorte. Parce qu'il me donne pas d'éléments qui me donnent envie qu'il s'en sorte. Parce qu'il reste, notamment après la première séquence avec Christine, où ils sont dans le bâtiment enfermés dans l'ascenseur, il reste très antipathique. Alors que, a priori, à ce moment-là, ils ont plutôt logique à se serrer les coudes. Parce qu'il sait absolument pas qu'elle fait partie du truc. En tout cas, pas directement, et ils ont plutôt intérêt à aller dans le même sens. Et puis surtout, je trouve que, et ça c'est la fin du film qui m'amène à cette réflexion, en fait il n'a pas de rédemption parce que d'abord quand il saute, pour moi il fuit. C'est-à-dire, en fait il a fait une connerie, il a vu pendant tout le film, entre guillemets, on l'a mis face à ce qu'il n'avait pas de bien chez lui, ce côté très égocentré, tout pour le business, l'argent, et rien pour la famille et les gens autour. D'ailleurs, la manière dont il parle à son ex-femme quand elle l'appelle pour son anniversaire, c'est assez révélateur. Il est quand même assez désagréable, il est un peu misogyne. Oui, il en a rien à foutre. Voilà, c'est clairement pas un mec sympathique, quoi. Et finalement, quand il se produit ce truc où il tue son frère, qu'est-ce qu'il fait comme choix? Il se suicide. Alors, loin de moi l'idée de pointer du doigt ça, mais c'est quand même une forme de fuite. C'est-à-dire, j'ai fait une connerie, je meurs et puis on n'en parlera pas. Et ensuite, quand finalement il n'est pas mort, il se retrouve dans cette salle, donc il est un peu hébété forcément parce que d'un coup il comprend. Et au passage, cette scène elle est géniale parce que sur le premier plan large, on voit tous les comédiens, on se rend compte que c'est tous les acteurs qu'on a vu dans le film. Et ça c'est super. T'as parlé du SDF par exemple. Alors ça c'est une autre scène parce que quand il se réveille dans la salle, en fait c'est la salle où tous les gens fêtent son anniversaire. Ah si, attends, il y a tous les acteurs. Oui, tous les acteurs sont descendus de la salle où il était juste avant l'espèce de cantine. Exactement. Excuse-moi, je te laisse finir. Ils sont tous en bas et ça c'est génial. Et puis à ce moment où Christine s'en va. Et donc il demande si elle est partie, et puis il la suit à l'extérieur. C'est la dernière scène. C'est la dernière scène, ils sont tous les deux, elle monte dans un taxi, elle lui donne son vrai nom, donc elle s'appelle Claire et pas Christine, et elle lui dit qu'elle doit partir à l'aéroport, et elle lui propose d'aller prendre le petit-déj avec elle. Et donc le film se finit avec lui qui accepte et qui monte. Il est devant la porte, il ne monte pas. Hein. Ouais, mais on suppose. En tout cas, moi dans la mise en scène, je comprends qu'il y va, quoi. Et pour moi, là aussi, c'est révélateur du fait que le personnage n'évolue pas. C'est-à-dire que on lui organise un espèce de jeu aussi discutable soit-il. Et à la fin, il y a l'intégralité des gens sont là pour lui, à commencer par son frère. Et lui, c'est une fête d'anniversaire au départ. Et lui, il s'en va. Et il va avec elle. Mais moi, pour moi, il y va pas. Pour moi, il y va. Moi, dans ma lecture, il y va parce que le dernier plan laisse supposer qu'il rentre dans la. Moi, je l'ai lu comme ça. Ouais, et donc, il y va. Et en tout cas, dans ma lecture. Et je me dis, mais jusqu'au bout, le gars est égoïste. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de gens qui sont fait chier à organiser des trucs invraisemblables et qui sont tous là pour son anniversaire, à commencer par son frère. Tu l'as dit, qui est un personnage, on n'en a pas beaucoup parlé de Conrad, mais il est hyper intéressant. Un personnage on le voit trop peu. On le voit peu, mais on comprend qu'il a, tu l'as dit, un passif difficile, un rapport compliqué avec l'alcool, avec la drogue, qu'il l'a éloigné on va dire, d'une vie assez banale, qu'il l'a éloigné de sa famille. On comprend qu'il lui a reproché le rôle qu'a pris son frère après la mort de son père. C'est ça. Donc voilà, il y a cette dimension-là, elle est quand même intéressante. Et là, il y a quand même, lui, il fait ça dans une logique de rédemption, puisqu'il dit lui-même qu'il est passé par ce jeu-là. Au final, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est impossible à vérifier, puisque tout est faux dans le film. Mais je trouve que finalement, le fait, dans ma lecture, qu'il choisisse d'aller avec elle, mais définitivement, il met le dernier clou à son cercueil. Jusqu'au bout, le personnage est égoïste. Et je trouve du coup que
même si je répète, le film est vraiment bien, j'ai passé un bon moment, il est chouette ce film. Mais ce personnage-là, je l'aime pas du début à la fin, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Après, je pense que je pense que si je vais dans le sens de ta lecture, effectivement, la seule justification qu'on a, c'est celle que lui donne son frère, justement, quand il lui dit oui, non, mais ça va, je suis pas mort, tout va bien, et qu'il lui montre un vieux t-shirt où il y a marqué j'ai été drogué et laissé pour mort au Mexique, et le seul truc qu'on m'a ramené, c'est ce t-shirt, et le seul truc que j'ai pu ramener, c'est ce t-shirt. Le seul truc qu'il lui dit, t'étais en train de devenir un vieux con. Heureusement que t'as subi tout ça, etc. Donc c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, pour le coup, c'est vrai que j'ai une lecture différente de la fin. Moi, au moment où il parle avec Christine et qu'elle lui dit viens boire un café, alors il a un petit sourire, mais j'ai pas l'impression qu'il j'ai pas l'impression qu'il y aille, moi, pour moi. Justement, c'est en suspens, comme sa vie. C'est parce que moi, en fait, ce que j'ai compris, c'est que tu vois, quand Conrad lui offre la carte du jeu, il lui pose la question suivante, il lui dit qu'est-ce qu'on peut offrir à un homme qui a tout. Donc la réponse, c'est évidemment, c'est pas grand-chose, quoi. Et en fait, à la fin, c'est... Comment dire, c'est... En fait, tout le film, au-delà de faire une réelle démarche de changement de mentalité, c'est lui retirer tout ce qu'il a, justement, pour qu'il retrouve, justement, les choses importantes, on va dire. C'est un peu bisounours, je trouve, comme morale, mais moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et le fait est que moi, quand il saute à la fin, pour moi, je l'ai pas pris comme une fuite. Moi, je l'ai pris comme un désespoir. Autant, alors c'est vrai qu'on ne nous donne pas tellement d'informations sur le pourquoi son papa s'est suicidé, etc. Même lui, à un moment donné, je sais plus s'il n'y a pas un moment où il pose une question, mais pourquoi il a fait ça, au fait il pose la question à la bonne, oui, qui c'est lui ça, dit hein. c'est la première fois que vous me parlez de ça, c'est ça. Et elle lui répond pas. Elle lui répond pas. Elle lui dit juste sachez que je crois votre père vous a toujours aimé. Voilà, c'est ça, mais elle lui dit pas la raison. Exactement. Réelle. Et il y a un gros tabou visiblement autour de ça. Bah oui, c'est ça. Et donc voilà. Et donc pour moi, quand il saute à la fin, c'est vraiment du désespoir. Et puis au final, le message qu'on a, c'est qu'il a tué l'ancien lui. Et donc du coup, moi, c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une petite évolution, aussi minime soit-elle, à la fin, parce que j'ai pas la même lecture. C'est que pour moi, il tue l'ancien lui pour devenir, pour renaître réellement. Oui, mais tu vois. Alors je comprends la symbolique, sauf qu'au moment où lui il saute, il sait pas qu'il va pas mourir. C'est pour ça que j'ai quand même ce truc. Oui, mais je trouve que ce que tu dis fonctionne dans la symbolique globale du film. Je pense que c'est ça le message du film. C'est effectivement, je te rejoins, il tue son ancien lui égoïste et désagréable et antipathique pour devenir a priori une meilleure personne. Mais sauf que moi, si je me place du point de vue du personnage, au moment où il saute du toit, il sait pas qu'il va pas mourir. Mais du coup, moi, c'est ça la question que je me pose, c'est à quel point y a-t-il un personnage ou des personnages dans ce film ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que pour moi, quand il saute pour, comme je te dis, tuer l'ancien lui, renaître tout simplement, je me pose la question de se dire, voilà, mais au cinéma, personne ne meurt vraiment. Et tu vois, si je lis ça à la mise en abîme, est-ce que du coup, il espérait pas que ce soit encore que ça fasse encore partie du jeu ou quoi, tu vois. Maintenant, c'est là, juste en posant la question, je suis en totale contradiction avec tout ce que je viens de dire, mais du coup, c'est pour essayer d'aller un peu plus loin pour la mise en abîme, tu vois, c'est un peu... Non, mais c'est une question qui peut se poser. Hein, mais après, oui, de toute façon, le personnage reste très antipathique du début à la fin, ça, je te l'accorde. Après, le fait est que quand il est quand même... La paranoïa qui s'installe, parce qu'il peut plus faire confiance à personne, il est même plus capable d'ouvrir sa mallette, parce que sa mallette a l'air ça c'est pareil, la mallette, moi c'est un gros point noir. C'est-à-dire que la mallette, il la perd. On recontextualise juste la mallette. Oui, je vais recontextualiser, excuse-moi, c'est vrai, encore une fois je vais trop vite. En fait, il a une mallette parce qu'il va voir un ancien associé de son père, qui travaille toujours, pour lui dire, bon bah écoute, t'as pas atteint les chiffres, donc dans cette mallette il y a un contrat, tu le signes, et plus de temps tu mettras à signer, moins d'argent t'auras sur ce licenciement, quoi. Et il n'arrive pas à ouvrir la mallette, et du coup cette mallette, il se la trimballe jusqu'à la fameuse scène où il rencontre Christine. Donc il l'a avec lui à l'hôpital, et après il l'oublie en fait dans leur fuite du bâtiment, parce que du coup l'hôpital se trouve sous le bâtiment de la société CRS, et du coup quand il finalement la mallette, pardon, je trouve que la mallette, elle est, on essaye de nous la mettre en avant comme un peu
c'est pas pour me la péter ou quoi, mais un peu un fusil de Tchekhov. Moi je m'attendais vraiment à ce qu'elle ait une utilité ou quelque chose, parce que au début du film, dans les règles, la seule règle qu'on lui donne, c'est vous avez reçu une première clé, vous allez en recevoir d'autres. Mais la seule... excusez-moi, parce que je suis en train de me faire attaquer par un chat, voilà. Il faut savoir qu'on enregistre un podcast chez moi. Voilà, et c'est ça. Il y a un chat qui a décidé aujourd'hui d'être extrêmement actif, Voilà. ce qui n'était pas le cas sur les premiers épisodes. Excusez-moi. Et du coup voilà. Et donc du coup, la mallette, moi je m'attendais à ce qu'elle ait une importance presque capitale, et au final, elle sert juste à être un nouveau piège quand il la retrouve dans la chambre d'hôtel. Pareil, une scène qui finalement, une péripétie supplémentaire qui, à part lui installer de la paranoïa et lui enlever tout sentiment de confiance, alors j'allais dire de confiance envers les autres, mais finalement je pense que le but c'est vraiment de lui enlever sa confiance en lui. Lui qui, c'est peut-être la chose la plus forte qu'il a, c'est sa confiance en lui, hein. On le voit, il est très sûr de lui tout le temps, et voilà. Mais du coup j'étais un peu moi je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose de plus gros, je saurais pas te dire quoi, avec la mallette. Oui, c'est vrai que c'est un truc qu'on met beaucoup en avant dans la première partie du film, et qu'on revoit pas après. Mais après, il y a aussi cette idée que comme il lui arrive des trucs de plus en plus gros, pour moi la mallette c'est un peu le step 1. C'est-à-dire on peut te ruiner ta réputation en un claquement de doigts, puisqu'il y a cette histoire de quand il la retrouve dans la fameuse chambre d'hôtel. C'est ça, ouais. D'abord il découvre que sa carte bleue est là-bas, il ne sait pas pourquoi, il y va pensant qu'il va récupérer une chambre, et finalement il se rend compte qu'il y était la veille, et là il va trouver donc dans cette mallette de la cocaïne, il va trouver des photos érotiques qu'il a a priori faites avec la fameuse Christine, même si on ne voit pas son visage. C'est ça, ouais, sur on les voit photos. pas ce que j'allais dire, on voit pas son visage. On imagine que oui, parce que dans la première scène qu'ils ont tous les deux, à un moment elle lui fait part qu'elle n'a pas de sous-vêtements, ce qui fait qu'elle peut pas monter avant lui sur les échelles, mais à un moment elle montre quand même qu'elle a un soutien-gorge rouge, et on revoit ce même soutien-gorge sur les photos. Oui, bah de toute façon c'est sûr que c'est elle, hein. Voilà, ce qui l'amène à penser que c'est elle, et d'ailleurs il va lui poser la question un peu plus tard quand il va aller chez elle. Mais ça pareil, elle ne lui répond pas en lui disant non. que c'est elle. Elle lui dit juste pourquoi vous me posez cette question, le soutien-gorge rouge, et c'est ça. Je reviens, je vais boire un coup. Exactement. Et donc, d'accord. Déjà, ça fait partie des moments où, enfin, ça confirme le moment où on essaye de lui faire perdre ses repères. Mais je trouve que ça, en fait, c'est le premier étage de la fusée. Après, ça devient encore plus gros. Et là aussi, moi, je trouve que dans le film, dans la mesure où à la fin, on essaye quand même de nous expliquer à travers le reveal que tout le monde est un acteur. Tous les personnages, tous les gens qu'il a croisés dans le film sont des acteurs, donc toutes les situations sont fausses, et toutes les situations ont été préparées. Et même, excuse-moi, je rebondis, parce qu'effectivement, tous les gens qu'il croise autour, mais qu'il ne connaît pas de base, sont des acteurs, mais une bonne partie, on aurait dit, parce que comme ils sont tous conviés quand même à la fête d'anniversaire, ils sont quand même tous censés être au courant, même ses proches, que c'est un jeu et qu'il subit des choses un peu étranges. Donc en fait, même ceux en qui il avait confiance font partie un peu du stratagème. Ouais, totalement. Son ex-femme, elle est là, son frère, évidemment. La personne qui l'a viré est là. La personne qui l'a viré, son avocat, qui à un moment donné, dans le film, lui donne une information contradictoire à celle qu'il vient d'avoir lui. Donc en fait, on nous justifie tout ce qui s'est passé par... Voilà, c'est un comédien. Et moi, je trouve que là aussi, le parti pris, il est intéressant, et ça reste un film. Je regarde pas un film pour me dire il faut que tout soit absolument ultra réaliste. Mais quand même, je trouve que plus ça va, plus ça repose sur des choses qui sont absolument pas contrôlables. Le fait que chez la fille, ils se mettent à vérifier que l'endroit dans lequel elle vit est crédible. Donc il commence par ouvrir un placard, bouger des livres. Ensuite, il ouvre le frigo. Ensuite, et donc il se rend compte que, mais ça, je veux dire, c'est pas anticipable. Non, mais il le fait parce qu'il est complètement parano à ce moment-là. Et aussi pour la simple et bonne raison. Alors c'est montré comme ça, c'est que comme on disait, elle quitte la pièce à un moment donné, et juste après qu'il lui parlait des photos. Et en fait, il y a une fumée qui s'échappe d'une lampe. Oui. Et c'est ça qui attire son regard. Et il va voir, il voit qu'il y a les étiquettes. À ce moment-là du film, il a failli mourir noyé dans un taxi. Il a dû fuir dans les poubelles, etc. Enfin, il a déjà passé des moments. Et si, on n'a pas parlé aussi de cette scène que je trouve visuellement très très bien foutue. Et à ce moment-là du film, il a également, quand il est rentré chez lui, vu qu'il avait été entre guillemets cambriolé. Oui. Et en fait, les seules choses qu'il y a chez lui maintenant, c'est, on dirait un squat, quoi. Il y a des tags partout qui sont visibles qu'avec de la lumière bleue. Enfin, c'est.
Et visuellement, la scène fonctionne super bien d'ailleurs. Et du coup, à ce moment-là, niveau paranoïa, je pense qu'il est quand même dans un état un peu sensible. Quoi. Tout ça, je te rejoins, je suis assez d'accord. Moi, je trouve simplement que comme on essaye de nous justifier ça par c'est une entreprise qui organise tout et tout est sous contrôle, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont prédéterminants d'éléments qui sont pas anticipables. On suranticipe ses réactions et voilà. Dans cette scène-là, ça amène à une fusillade. Donc dans la fusillade, ils s'échappent tous les deux. Il y a la scène, moi je pense à la scène en voiture avec son frère, qui est une scène qui est quand même où ils sont que tous les deux et donc le frère va à ce moment-là, et il lui fait croire que il n'a pas eu le choix de l'inscrire dans le jeu parce qu'en fait il n'arrive pas à en sortir lui-même, et il lui fait croire qu'il pense que Michael Douglas lui-même fait partie du jeu. Ça c'est génial, je trouve que c'est vraiment bien foutu, parce que pour le coup à ce moment-là ça te retourne un peu quand même, tu te dis putain mais en fait c'est un truc infini, c'est une spirale. Exactement, et ça c'est plutôt bien fait, mais je trouve qu'il y a quand même des séquences où tu dis bah là c'est quand même compliqué d'anticiper qu'il va faire ça à ce moment-là et que vous ayez l'armada qui soit prête. Par exemple, quand la fille, quand il rattrape la serveuse la première fois, dans la rue, il y a un gars qui fait un malaise. Donc il y a une voiture de flic qui arrive à ce moment-là, donc ils sont des complices. De facto, on le comprend à la fin. Mais cette scène-là, quand la personne fait un malaise, on est quand même en pleine rue. Je veux dire... n'importe qui pourrait intervenir ou pourrait... Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des choses qui quand même globalement sont pas cadrables dans ce qu'ils font. Alors après, j'en veux pas au film, encore une fois ça fonctionne, on passe un bon moment. Mais à partir du moment où le film essaye de te justifier ça par tout était prévu de A à Z et c'est que des comédiens, bah forcément moi ça m'ajoute une couche d'exigence de bah ok mais il faut que ça tienne la route ce que vous avez fait. Et je trouve que parfois ça repose trop sur des choses qui sont encore une fois pas anticipable, et donc ça décrédibilise un peu le fait qu'ils arrivent à faire autant de trucs, que ça aille aussi loin et que ça fonctionne. Enfin je veux dire c'est parce qu'il lui arrive quand même des trucs invraisemblables quoi. Le truc du taxi par exemple, c'est assez dingue. C'est incompréhensible, mais alors je suis à moitié d'accord encore une fois, parce que je me fais un peu l'avocat du diable là, j'ai l'impression. C'est que moi pendant le film justement là, pendant ce visionnage hier soir, je me disais en fait c'est intéressant parce que je trouve qu'il réagit finalement très humainement et pas du tout en calculant. Finalement il est j'allais dire il est passif, il est acteur du jeu aussi en fait à la fin, au-delà d'être acteur de sa propre vie, de tout ce qu'on a pu dire en termes de mise en abîme, etc. Il a pas le choix en fait, il subit les événements, et pour lui à ce moment-là, la seule couche de réalité qu'il peut avoir, c'est la serveuse qui a l'air d'être embarquée malgré elle dans son jeu à lui, alors que bon voilà, finalement on sait que c'est elle qui lead tout le truc. Mais du coup je me suis fait la réflexion, je me suis dit alors attends, je pensais à un exemple à un moment donné dans le film où je me suis dit en fait toute la première partie du film, je trouve qu'il a des réactions logiques et vraisemblables. Après c'est vrai que plus ça avance, plus tu te dis mais là c'était pas possible de prévoir ça. En fait, je te rejoins, mais ça m'embête de te rejoindre parce que je me suis quand même dit le contraire pendant le film. Regarde la scène du taxi. Donc la scène du taxi, il monte dans un taxi, il demande au mec de l'emmener je sais pas où. Il se rend compte que le gars prend pas le bon trajet, il fait une remarque une fois, deux fois, et qu'est-ce qui se passe ? Le chauffeur de taxi finit par sauter du taxi et le taxi tombe dans l'eau. Il a récupéré peu de temps avant une élément qui est une poignée. Ouais. Et dont on se doute que c'est un peu le symbole des clés qui vont te servir à résoudre quelque chose à un moment. Donc le taxi tombe dans l'eau et donc il commence à se noyer. Et il finit par avoir un moment où il se pose, il comprend, il ouvre la porte, il sort. Bon, je comprends la logique. Enfin, franchement, c'est quand même parier très gros qu'il va penser à ça, faire le lien, et une fois qu'il a ouvert, qu'il va réussir à sortir. Mais alors, je suis encore une fois, là, je sais plus si tu as ça en tête, mais quand il monte dans le taxi, il voit la carte du conducteur. Au départ, tu sais, il se repose parce qu'il vient de s'embrouiller avec son frère, c'est la scène qui suit. Et en gros, il voit la carte du conducteur, et la carte du conducteur, donc, qui a marqué le nom de la société de taxi, et c'est 3 mots. 3 mots qui commencent par C, R et S. Et il voit CRS. Et donc là, il comprend, il dit « Oh putain, non !» C'est pour ça que tout de suite, il réagit et qu'il lui dit « Ah non, mais attends, sors !» Tu vois ? Parce qu'au départ, il voit que le mec se trompe de chemin. Et c'est quand il voit le truc CRS que là, il fait « Ah putain, non, c'est encore eux !» Je suis d'accord, mais il y a quand même une probabilité certaine que il est pas... Ne serait-ce que même une fois qu'il a ouvert le truc, qu'il n'arrive pas à sortir, quoi. Enfin, moi, je trouve... C'est là aussi où ça
ça reste du cinéma, mais ça repose sur des choses qui potentiellement, enfin, c'est compliqué à gérer. Si le mec arrive pas à sortir, qu'il se noie. Je crois qu'à la fin, quand ils sont sur Elle lui dit qu'il y avait des plongeurs. Il y a des plongeurs, des filets. Mais ok, si jamais il y a des plongeurs, des filets, enfin, je veux dire, du coup, ça veut dire que le jeu ne marche pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même un truc de, ça repose quand même beaucoup sur des choses qui sont pas prévisibles, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je pense que tu vois, ce qui fonctionne, enfin, de mon côté en tout cas, ce qui fonctionne peut-être le moins, c'est la fin. C'est un peu comme toi, c'est la fin, mais c'est dans le sens où moi, il y a deux choses que je trouve étranges. C'est-à-dire que si je fais ma lecture où je me demande si vraiment, à partir de son saut, tout ce qui s'ensuit, la conclusion, elle est vraie ou pas, dans ce cas-là, c'est une très bonne question. Dans ce cas-là, je me dis, il a vraiment tué son frère. Mais ce qui est étrange, c'est que et c'est là où finalement mon analyse, ma lecture fonctionne pas, c'est que quand il récupère ce fameux revolver, qui fait paniquer Christine à la fin en mode non mais attends, il a pas le bon pistolet là, il le récupère dans la caisse du faux détective privé qui le suivait. Oui, mais qui est lui-même un acteur. Oui, mais si tu te souviens bien, cette arme-là, elle est cachée chez lui. Il retourne chez lui quand tout est en bordel, oui. Et il est caché dans un livre, ce truc-là. Il va, je sais pas si tu te souviens, il retourne chez lui. Donc c'est-à-dire que c'est pas le revolver qu'il a chopé Pour moi, c'est pas le même. C'est étrange parce que du coup, quand il tire avec le revolver du mec sur la bagnole du faux détective privé, du coup, ça pète quand même le pneu du gars et le gars part en courant. C'est une vraie arme. Mais à ce moment-là, l'arme. Ah non. Pour moi, c'est pas la même. Donc ça, mais attends. Pour moi, il y a deux choses différentes. Ouais, je mélange peut-être. C'est-à-dire le revolver. J'allais y venir en plus à la scène du taxi. Pour moi, la scène du taxi, là aussi, elle est problématique. Puisque s'il a une vraie arme, il y a quand même un risque qu'il tue le gars. Oui, mais là, l'arme, il l'avait pas à ce moment-là dans le truc du taxi. Il la chope dans le taxi. Il la prend sur le gars. Quand tu dis taxi, tu parles du détective privé. Oui, pardon. Oui, excuse-moi. Sur l'arme qui prend au détective privé, t'as raison, il tire sur le pneu, ça crève le pneu. Oui, donc c'est une vraie balle. Mais ce que je veux dire, c'est parce que là, du coup, j'ai un gros doute parce que effectivement, il récupère l'arme de la fin chez lui dans un livre. On est d'accord. Mais du coup, parce que moi, j'ai quand même cette vie. On est d'accord qu'il récupère une arme dans la bagnole du détective privé, ou c'est déjà une arme qu'il a récupérée de chez lui? Non, c'est la première fois qu'il a une arme, c'est avec le détective privé. Et donc, mais c'est dans la bagnole du détective qu'il la récupère. Oui, il la prend. Donc, dans la poche du détective, si je dis pas de bêtises, il lui prend. Je sais plus. Ça va tellement vite, mais il me semble qu'il la prend. Il me semble qu'il la chope chez lui, ouais, sur lui ou dans sa bagnole. Ouais. Et donc. Et pour moi, c'est pas la même arme qu'à la fin. Oui, mais du coup, c'est quand même une arme avec des vraies balles. Puisqu'elle elle tape le pneu. Celle-là, oui. Ou alors c'est vraiment encore une histoire de trucage et que tout était prévisible, qu'il allait tirer sur le pneu. Et là, dans ce cas-là, effectivement, c'est complètement invraisemblable. Mais voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en tous les cas, parce que moi, du coup, là, j'étais en train de réfléchir à ça, c'est que je me disais, si eux, c'est une arme qu'ils avaient prévue pour le détective privé, ils savent qu'il l'a gardée, ils savent qu'il l'a prise. Donc, le fait qu'il tire et qu'elle soit en mode panique, attends, c'est une vraie arme, c'est pas une arme automatique et factice. Alors attends, je suis perplexe parce que cette arme là c'est quand même ton acteur qui l'avait. Ou alors lui c'est un acteur qui se baladait avec une arme parce que c'est un acteur rebelle, tu vois. C'est un américain. Mais c'est un américain, mais du coup je suis un peu étonné. Mais bon, effectivement, si je te rejoins peut-être un peu là parce que je suis tellement pas sûr que je vais te croire. Mais non, mais après au-delà de ça sur ça, c'est peut-être pas le même revolver en tout cas. La scène, que ça soit le même ou pas, la scène du détective privé, c'est une bonne illustration de on sait pas comment il va réagir. Il y a un monde où d'abord il le remarque, ok, mais est-ce qu'il s'arrête? Or il faut qu'il ait cette interaction avec lui puisqu'il faut qu'il récupère cette arme dans l'hypothèse qu'est la tienne, où ça serait la même. Et là aussi ça tient à des trucs qui sont pas anticipables. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, plus j'en parle et plus je me rends compte de ce que tu veux dire. Après, j'insiste là-dessus, mais ça n'empêche pas que le film fonctionne. On boude pas notre plaisir en le voyant. Exactement. Pour autant, c'est pas ça. Et un des points, on n'a pas trop parlé de ça, mais pour moi c'est un moyen de faire la transition. C'est aussi un point sur la réal quand même. Moi je trouve que c'est un film qui fonctionne bien, qui est très ancré dans les années 90. Pourtant on est pas loin de la fin des années 90, mais il a des codes visuels, il a une colorimétrie qui est très années 90, ce qui est pas du tout un problème, hein, c'est juste identifiable. En revanche, j'avoue que j'ai pas forcément trouvé de l'identité de David Fincher. Je trouve que Seven est très marqué David Fincher. Je trouve que Fight Club est très marqué David Fincher. J'ai en tête son dernier film que j'ai pas aimé qui s'appelle The Killer sur Netflix. Je trouve qu'il a quand même un visuel, un truc qui ressemble à du David Fincher. Celui-ci, j'ai pas trouvé.
Je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus neutre en termes de mise en scène, de colorimétrie et de termes composition d'identité et visuelle, d'identité. Je veux dire, on m'aurait dit que c'était un film d'un autre réal, ça m'aurait pas choqué. J'ai pas forcément trouvé la patte, et je parle uniquement de réalisation parce qu'après, sur la qualité du film, on retrouve des choses propres à Fincher. Tu as parlé de Seven et de Fight Club, il y a des parallèles qui pourraient se faire sur la manipulation, notamment, je pense à Seven, c'est quand même un des éléments principaux de Seven. Mais je trouve que visuellement, le film, il manque un petit peu de caractère. Je sais pas si tu t'es fait cette réflexion-là. Moi, je trouve qu'il est très typé années 90, mais c'est à peu près tout, quoi. J'avoue, j'y ai pas trop pensé. Je vais être honnête, je reçois l'info avec plaisir, mais je me suis pas fait la réflexion de mon côté. C'est vrai que j'ai pas tellement cherché, en regardant le film, j'ai pas tellement cherché à trouver l'identité de Fincher en termes de réal. Je te rejoins cependant sur le fait que la mise en scène est peut-être moins marquée que forcément que Seven ou que Fight Club. Il est peut-être un peu plus sage en termes de personnalité de son réal. Mais c'est vrai que c'est pas, je me suis pas posé la question pendant le visionnage, quoi. Ça m'a pas gêné, hein. C'est a posteriori, je me suis dit bon, c'est vrai que j'ai vu ce film-là, on m'aurait pas dit que c'était Fincher, je suis pas sûr que j'aurais deviné, quoi. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que sur les films de manipulation, moi je me pose toujours la question, et j'en parlais avec un ami il y a pas si longtemps que ça, c'est que je me pose quand même la question de pourquoi les revisionner, parce que quand c'est quand même des films de manipulation, des films à twist. Généralement, ça s'accompagne d'un twist final. Et du coup, tu te dis, mais quand tu connais le twist, est-ce que ça vaut le coup de regarder ? Alors, à part pour te dire, ah ouais, j'avais pas vu, parce que c'est vrai que si on prend Fight Club, par exemple, quand tu vois finalement il y a des images subliminales de Brad Pitt tout le long du film, et que tu les vois pas direct, et en plus, c'est un cœur du film, mais bon, on fera peut-être un épisode sur Fight Club un jour. Le fait est que moi, je me pose toujours la question de la revisibilité d'un film comme ça. Et alors, je pense que là, pour l'avoir fait, du coup, avec celui-là, en fait, je pense que c'est important de laisser du temps entre chaque visionnage, parce que tu redécouvres en fait certaines choses. Tu vois, par exemple, là, j'ai vu que quand il arrive, alors, c'est voilà, mais moi j'ai eu cette impression là, c'est quand il arrive justement dans la maison de Christine, il est cadré donc de loin dans le noir, il y a la maison qui est éclairée, et en fait il y a 3 fenêtres avec un poteau qui est juste devant lui, mais qui, avec le cadrage, coupe la fenêtre un peu du milieu, et en fait on dirait qu'il y a marqué CRS. Voilà. Oh bien. Là, c'est vraiment pour faire le mec. T'as vu, j'ai analysé ça, mon copain. Là, je te dis, j'ai fait des études de cinéma. Allez voir le truc sur YouTube et dites-nous si c'est vrai. Je ne peux pas vérifier. Et si ce n'est pas vrai, ne nous le dites pas. Donc, exactement. Donc voilà. Mais si c'est vrai, mettez-le en commentaire. J'étais un peu fatigué aussi, c'est possible. Enfin bref, mais en tout cas, j'ai eu cette impression-là. Dernier petit truc, moi, que je veux mettre en avant, c'est un petit point, c'est la musique qui est signée Howard Shore, qui est le compositeur de. Très important pour toi, la musique. Je veux tout le temps en parler, c'est vrai. Je trouve qu'elle est bien. Et je trouve qu'elle est réussie, elle n'est pas omniprésente, elle est bien dosée, un peu comme ce qu'on disait quand on parlait de Arrival. J'allais dire, je crois que j'ai l'impression que c'est exactement mot pour mot ce que tu avais dit pour Premier Contact. Mais je trouve qu'elle fonctionne bien, elle n'est pas hyper marquante, hein, on va pas se mentir. Non, c'est pas. Mais je trouve qu'elle est plutôt réussie et elle colle très bien à l'ambiance du film. Elle contribue à certains moments à donner un peu de la tension, à donner un peu de sentiment de pas bien comprendre ce qui se passe. Donc voilà, petit big up à Howard Shore, parce qu'en plus c'est un compositeur que j'aime bien, donc j'avais envie de le dire. C'est le moment des big up. Exactement. Les dédicaces. Mais voilà. Est-ce que c'est un film que tu conseillerais ? Oui, quand même. Je pense que parce que tu te laisses quand même porter par le truc. Hein. Voilà. Encore une fois, on parlait de la suspension consentie de l'incrédulité. De l'incrédulité. Bon bah là, c'est vrai que en reparlant avec toi, je me rends compte qu'elle est poussée dans ses retranchements. Malgré ça, je trouve que c'est intéressant de le découvrir justement parce que c'est peut-être pas le Fincher le plus marquant, c'est peut-être pas le Fincher le plus connu. Mais je trouve que c'est un Fincher qui fonctionne quand même vachement bien. Les acteurs sont top, l'histoire elle est quand même vachement cool, et finalement le jeu dont il est question, ce serait pas le jeu de la vie, hein. Voilà, je viens de penser à ça. Voilà. Non, moi aussi je recommande, si vous l'avez jamais vu, c'est un film qui est chouette à voir. Je trouve que ce que tu disais tout à l'heure sur la revisibilité, bon, moi je fais partie des gens qui peuvent revoir 1000 fois les films en connaissant la fin, donc ça me pose pas de problème. Je déteste être spoilé avant d'avoir vu un film, et une fois que je l'ai vu une fois, ça me dérange pas de le revoir.
Je pense que c'est un film que je pourrais revoir peut-être dans quelques années, effectivement, quand on connaît le twist, pour aller chercher des indices, des choses comme ça peut être intéressant. Moi, je trouve quand même que c'est une très bonne performance de Michael Douglas. J'aime beaucoup ce comédien. J'ai pas vu énormément de films dans lesquels il a joué, je le reconnais, mais chaque fois que je le vois, je me dis que c'est vraiment un comédien qui marche bien. Et là, je trouve que le rôle lui va très bien. Et ça fonctionne aussi parce que c'est ce comédien-là. Je me suis posé la question à la fin de qui aurait pu jouer à sa place. Est-ce qu'on aurait pu mettre quelqu'un d'autre, et j'ai eu du mal à répondre, à trouver quelqu'un qui puisse jouer ça. Alors sans doute, hein, mais je trouve que ça lui va parfaitement, qu'il incarne, qu'il campe très très bien le personnage. Là où certains autres jouent bien, mais sont pas forcément, je dirais, indispensables à leur personnage. Oui, il est assez naturel, hein, dans la façon de jouer ce genre de personnage. Le fait est qu'il cabotine pas, Non. en fait. Moi, j'ai pour le coup, celui que je retiens le plus, c'est Sean Penn, parce que Sean Penn, pour le coup, me paraît être assez antipathique en général. Ça m'a l'air d'être... Il a une tête un peu antipathique, je trouve, voilà. Mais ça me fait toujours plaisir de le voir. Je sais que j'avais vu alors je sais plus si c'est Clint Eastwood qui le réalise ou pas. Je suis vraiment mauvais. Mais un film... Voilà, je vais pas te donner le titre parce que j'ai oublié. Mais j'avais vu une belle recommandation. Mais j'avais regardé. Attends, je vais rechercher, je vais retrouver. On va le retrouver. Le temps qu'il cherche ça, je termine sur Michael Douglas. J'aime bien Sean Penn, voilà, c'est tout. Je trouve que le seul truc, Michael Douglas, je trouve qu'il fait un peu plus vieux que l'âge de son personnage. Il est censé avoir 48 ans. On lui en donnerait une bonne cinquantaine. Alors, ça se joue à pas grand chose, me direz-vous. Mais voilà, et je te rejoins sur Sean Penn. Je trouve qu'il a une... voilà, il joue vraiment bien. Il est assez jeune, hein, dans ce film-là. Hein. Le film Absolument, date de 97, ouais, donc tout à fait. Ouais. Il a pas loin de 30 ans, ce film-là. Mais il joue vraiment bien. Et son personnage, qui joue donc le frère de Conrad, c'est son nom, le frère de Nicolas, il joue bien, il campe bien le personnage. Et il lui donne un côté un peu ambivalent. Il est un petit peu, on a envie de bien l'aimer, puis à la fois il est un peu arrogant, il est un peu distant. Au début du film, on met un certain temps à se dire, ok, c'est qui ce gars? Est-ce qu'on va bien l'aimer? Est-ce qu'on va pas l'aimer? Est-ce qu'il va être chiant? Est-ce qu'il va être plutôt du bon côté? Et le moment du film dans lequel on nous fait croire qu'il est piégé dans le jeu de manière définitive et qu'il essaye de s'en sortir, là, moi, pour le coup, lui, c'est un personnage sur lequel mon avis a évolué. Et je disais tout à l'heure que je trouve que le personnage de Michael Douglas manque de rédemption. Lui, clairement, il en a une, parce qu'au début, il est pas forcément très sympathique. Je trouve que dans la scène du resto, t'as pas trop envie de l'aimer, quoi. Il est un peu... Oui, bah carrément. Et cette scène-là, et finalement, quand il explique pourquoi il a fait tout ça, bah lui, je trouve qu'il a une belle évolution, et voilà, ça fonctionne bien. Du coup, puisque j'ai retrouvé, je ne suis pas complètement débile, donc c'est bien un film de Clint Eastwood dans lequel je l'ai adoré. J'allais dire qu'il était avec Kevin Bacon, et il est avec Kevin Bacon et Tim Allen, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, Tim Robbins, je les confonds. Il s'appelle Tim, c'est de leur faute. Voilà, donc c'est dans le film Mystic River de Clint Eastwood, que je vous conseille. Et pareil, on va le dire à chaque film dont on parle, mais on en parlera peut-être dans un autre épisode spécial. Mais voilà, je trouve que Sean Penn est très bien. Et donc je disais, oui, il me paraît très antipathique de base. Et là, ça fait plaisir de le voir dans un rôle où à la fin, il est quand même assez sympathique. Parce que moi, tu vois, en 89, il avait joué dans Outrage, qui est un film que je te recommande aussi, autour de la guerre du Vietnam. Et franchement, il joue, son personnage est infâme. C'est tiré d'une histoire vraie en plus. Et du coup, là, ça fait plaisir de le voir dans un rôle un peu plus doux. Voilà. Je suis d'accord, je te rejoins là-dessus, même si j'ai pas vu le dernier film dont tu as parlé. Mystic River, oui, mais l'autre, je l'ai pas vu. Donc voilà, ça sera peut-être l'occasion d'en parler, effectivement. On va le dire à chaque film. Il y a moyen un jour. Avec Michael J. Fox en plus. Hein. Outrage. Bon. Ouais, ça fait un argument de plus pour le voir. Je savais que ça allait te plaire. Écoute, on a fait le tour. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On va vous donner un petit indice pour le prochain. Oui, je pense. On va rester dans la thématique des thrillers et de la manipulation surtout. Et de la manipulation, on va rester dans ça. C'est un film. Allez, je vous donne un deuxième indice qui est un tout petit peu plus vieux que celui dont on a parlé aujourd'hui. C'est pas loin d'être la même époque, mais il est un petit peu plus vieux. Voilà. Moi, je vous donne un dernier indice. Il est beaucoup plus connu. Mais voilà, on se revoit dans je sais pas combien de temps, bientôt. Et voilà. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Salut Bastien. Salut Guillaume, merci à toutes et à tous. Salut. À bientôt.